Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Samy Charles, le chef économiste de la banque suisse Lombard-Odier. Bonjour Samy. Bonjour David. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Bien, merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Un petit mot de la BCE, parce qu'il y a eu quelques annonces là, ces dernières heures qui sont intéressantes. On sait, on ne reviendra pas dessus, encore que la BCE, comme beaucoup d'autres banques centrales, ont largement brisé beaucoup de tabous lors de cette crise sanitaire dans leurs actions monétaires qui ont été menées. Mais il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois ce qui est annoncé hier, la BCE va continuer à prendre en collatéral des obligations. Donc quand une banque vient se refinancer, elle pourra donner donc des obligations qui sont tombées en catégorie spéculative, celles qui ont été dégradées par les agences de notation depuis le 7 avril. Donc les banques pourront continuer à avoir de l'argent en dedans comme collatéral, comme contrepartie, donc ces titres de moins bonne signature. C'est un signal important qui est envoyé. Et puis il y a un autre signal, pardon, c'est un peu long, mais Christine Lagarde, dans une lettre adressée au Parlement, écarte tout rachat direct de tout financement, on va dire, de dette publique en direct des gouvernements. Donc ça passera toujours par le marché secondaire. C'est important ce que nous dit la BCE là? Oui, ce qui est surtout très important, c'est que la BCE est là pour assurer les besoins de financement et les besoins de liquidité à court terme tant qu'on est dans une période de crise, et qui est une crise exogène, profonde. Il faut absolument que la Banque centrale, que ce soit en Europe ou ailleurs, quelque part se substitue pour ceux qui normalement fournissent des liquidités au système économique. Qui fournit des liquidités au système économique normalement? Les banques commerciales quand elles font des prêts et les marchés financiers. Or, si ces deux acteurs-là, banques commerciales et marchés financiers, n'opèrent plus comme ils opèrent d'habitude, eh bien c'est à la Banque centrale de se substituer le temps que dure la crise, et la BCE montre par ses innovations qu'elle fera son travail. Oui, parce que la question, encore une fois, maintenant on peut prendre point par point de savoir si. Parce qu'il y a ce qu'a fait la Banque d'Angleterre, d'Angleterre qui, pour le coup, a annoncé un financement direct des dépenses gouvernementales britanniques. La question de savoir si la BCE doit acheter, donc c'est non, elle n'achètera pas directement, encore une fois, parce que les traités l'interdisent, des dettes des gouvernements ou sur le marché secondaire, donc quelques microsecondes après, en les rachetant, encore une fois, à des investisseurs, à des banques, au marché. C'est un vrai sujet ou pas? Est-ce que cette nuance, elle est importante de savoir si elle achète tout de suite quand le papier est émis par le gouvernement, par l'État, par l'agence France Trésor, ou d'abord que ça passe par la main des banques, des investisseurs pour être racheté quelques microsecondes, j'exagère, ou quelques heures ou jours après? Non, je pense qu'effectivement, David, c'est un peu de la sémantique. La réalité, c'est que on a une banque centrale qui achète énormément de papier souverain et de papier d'entreprise. La Réserve fédérale américaine est en train de faire la même chose. Vous savez que la Réserve fédérale américaine n'achetait pas de papier d'entreprise et maintenant elle le fait. Donc quelque part, elle a emboîté le pas sur cette innovation de la BCE. Ce qui est très important, c'est que la BCE se porte comme acheteur en dernier ressort quelque part et qu'elle maintienne non seulement un niveau de liquidité suffisant, nécessaire, pas nécessairement surabondant, mais qu'encore une fois, elle compense pour ce que d'autres acteurs économiques ne font pas, et qu'elle maintient un coût du capital, encore une fois, aussi faible que possible, le temps que dure la crise, pour assurer ne pas rajouter un problème sur un tas de problèmes déjà existants. Donc le plus important, c'est de savoir qu'elle est là à hauteur de 1100 milliards cette année pour racheter, encore une fois, les dettes des États, les obligations émises par les États, la France, l'Italie, l'Allemagne. C'est ça qui est le plus important, plus que de savoir si c'est acheter tout de suite sur le marché privé, encore une fois, ou sur le marché de l'occasion. C'est ça le vrai sujet. Non, parce qu'il y a ce débat quand même qu'on entend, de se dire est-ce qu'il ne faudrait pas que la BCE… Et donc c'est pour ça qu'elle a, d'ailleurs, Christine Lagarde a répondu à ce député italien. Parce que, vous l'avez dit indirectement, Samy, mais dans les faits, l'écrasante majorité des dettes qui sont émises cette année par les États vont se retrouver au bilan de la BCE. Oui, absolument. Par contre, ce qui est essentiel et ce qui vraiment là change beaucoup la donne, c'est la flexibilité que la BCE s'est octroyée en ayant un programme d'achat qui, pour une fois, ne doit pas respecter un pour un les clés de répartition et la limite des émetteurs. Donc, ça veut dire que dans le court terme, je vous coupe, vous êtes allé un petit peu vite là. Au capital de la BCE, il y a les États. La France 20%, je me trompe, au mouillé, l'Allemagne 25%, et donc il fallait respecter le poids de chaque pays dans le capital de la BCE. Ça a sauté. Il y avait un autre tabou aussi, c'était le plafond de ne pas détenir plus d'un tiers de la dette publique d'un pays. Poum, ça saute ça aussi. Voilà, alors ça saute peut-être alors c'est magnifique David, là vraiment j'ai… Non mais c'est important d'expliquer en fait concrètement ce que c'est.
Et vous avez raison, j'ai peut-être été trop rapide. Et c'est vrai, ça c'est super important ce que vous avez mentionné, David, parce que ça veut dire que, bon, peut-être qu'à la fin, dans les années qui viennent, il faudra que la BCE, dans les actifs qu'elle détienne, respecte un petit peu ses clés de répartition, c'est-à-dire détenir tant de pourcents de dette allemande, tant de pourcents de dette française, en fonction du poids de chaque pays dans le PIB européen. Par contre, que dans le court terme, elle ait la flexibilité d'acheter beaucoup plus de dettes italiennes, parce que les Italiens ont besoin de taux d'intérêt plus bas maintenant, et un peu moins de dette allemande tout de suite, parce que finalement, il y a assez d'excès d'épargne en Allemagne, donc on a moins besoin d'acheter de la dette allemande, bah ça c'est une flexibilité et un vrai signal, et c'était important que la BCE ait quand même cette flexibilité dans ses achats. Ouais, sur la partie obligations spéculatives, encore une fois, c'est tombé il y a quelques heures, c'est ce qui a été annoncé par la Banque centrale. Le fait de pouvoir donc, en échange pour le refinancement des banques, donner en collatéral, en garantie, en contrepartie des obligations qui sont tombées, qui étaient de qualité, qui sont tombées en obligations spéculatives, enfin catégorie spéculative, donc dégradées depuis, on nous dit, le 7 avril par les agences de notation. Quel est le signal qu'elles nous envoient? Est-ce que c'est de dire, voilà, là encore, je ferai ce qu'il faut pour éviter les faillites, pour éviter que la machine se grippe? Oui, complètement. Hein. Et encore une fois, le message principal, c'est de dire, tant que la crise dure, je me substitue au Parce que fonctionnement c'est une grosse avancée, qui enfin, n'est c'est plus. quand même une avancée incroyable, ça, qu'elle achète des titres qui sont en catégorie spéculative. Oui, bien sûr, ça veut dire qu'elle peut éventuellement prendre un risque de bilan et qu'elle accepte ce risque de bilan et que potentiellement il peut du coup y avoir un risque de perte derrière qui ne sera pas extrêmement significatif, hein, faut être franc, mais ça veut quand même dire qu'elle est prête à aider les banques qui ont besoin de liquidités et c'est légitime, hein, pour une fois, je dirais, alors vraiment pour une fois, les banques ne sont pas responsables de la crise qu'on vient et pour une fois, les banques ne font pas partie du problème, elles font plutôt partie de la solution, c'est-à-dire que c'est le mécanisme de transmission, c'est via elles qu'une partie de l'aide va se faire. Et donc, c'est légitime, à partir du moment où le système bancaire, pour une fois, fait partie de la solution et non du problème, c'est légitime que la Banque centrale aide ce système bancaire et dise, OK, si vous avez besoin de liquidité pour transmettre quelque part ces niveaux de prêt à l'économie réelle, eh bien, on va vous aider. Ouais. J'ai lu ce chiffre, je ne sais pas si c'est vrai. Le quart des dettes publiques de la zone euro sont désormais au bilan, en même temps c'est crédible, de la BCE. Là, on se dit, Ah oui, waouh, absolument. 50% du PIB de la zone euro et un quart des dettes publiques qui sont. Waouh, enfin, je veux dire, là, on se dit, on va jusqu'où? Vous me direz, si on regarde le Japon, il y a encore de Oui, la et marge, hein. puis il y a un exemple que je connais bien, qui est l'exemple suisse, hein, où effectivement le bilan de la Banque nationale suisse représente plus d'une fois le PIB de la Suisse. Et encore une fois, La Banque c'est vrai qu'il centrale faut suisse qui achète garder. des actions aussi, hein. Alors voilà, et elle achète aussi, elle fait quelque chose que la BCE ne le fait pas, c'est qu'elle achète des actifs qui ne sont pas libellés en francs suisses en plus. Hein, donc elle va acheter des actifs en dehors quelque part de sa juridiction, elle va aller acheter des actifs européens, etc. Donc là Pourquoi elle fait aussi, tout ça? Pourquoi chaque elle fait banque tout centrale. ça? Bah pour éviter que le franc suisse ne s'apprécie trop, hein, parce que vous savez que c'est un pays d'une économie très ouverte, la Suisse, et donc il faut s'assurer que le franc suisse ne remette pas trop en cause ce modèle d'exportation et ne mette pas trop de pression sur l'industrie exportatrice, et donc elle doit acheter des actifs étrangers pour quelque part vendre un petit peu de franc suisse et espérer que la devise ne s'apprécie pas trop. Chaque banque centrale doit innover comme elle peut, il faut bien sûr garder un œil critique, mais enfin ce que la BCE ne fait pas quelque chose que les autres principales banques centrales ne font pas, et toutes les banques centrales ont aujourd'hui un bilan qui est très significatif et qui est composé de beaucoup de dettes publiques du pays. Ouais. Et il y en a de plus en plus, on voit que chaque plan de soutien, quel que soit le pays, est revu régulièrement à la hausse. Le gouvernement qui attend même un troisième projet de loi de finances rectificative, nous a dit Gérald Darmanin hier. On sait ce qu'elle va faire la BCE cette année, en 2020, avec ce plan-là de rachat d'actifs de 1100 milliards. On ne sait pas ce qui se passe en 2021. Il y aura encore des besoins, sûrement. Qu'est-ce qui va se passer? Elle devra en faire plus cette année, et quid de 2021? Alors, il faut regarder un petit peu la sortie de crise de 2011, 2012, 2013, où là également la BCE, comme d'ailleurs dans les autres banques centrales de la planète, avait acheté beaucoup d'actifs, essayé de soutenir un petit peu les systèmes économiques et financiers. Et encore une fois, il faut toujours voir l'action de la Banque centrale en temps de crise comme une institution qui se substitue à d'autres acteurs économiques qui sont en train de dysfonctionner. Je veux dire, si en 2021, les banques commerciales reprennent leur mode de fonctionnement normal, que les marchés financiers reprennent leur rôle premier, qui est celui de donner du capital aux agents économiques, eh bien, la Banque centrale partira du tableau.
en quelque sorte, de la même manière qu'en 2015, 16, 17, la BCE avait diminué ses achats d'actifs et puis quelque part avait permis au fur et à mesure que les autres acteurs revenaient à la normale. Donc il faut voir si on arrivera à revenir à la normale dès 2021, mais très clairement c'est ce jeu de balancier qu'il faut avoir en tête. Si les banques commerciales et les marchés financiers reviennent à la normale, Mais la attendez, banque je vous coupe centrale Samy, vous disparaîtra disiez que du les banques tableau. commerciales étaient la solution au problème et vous me dites qu'elles dysfonctionnent aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, elles font partie de la solution, mais la raison pour laquelle elles fonctionnent, c'est parce qu'elles ont ce soutien naturel de la Banque centrale qui lui donne des prêts et des lignes de crédit. Ce qui serait bien, c'est que les banques commerciales puissent à nouveau opérer sans quelque part la perfusion des banques centrales. C'est ce qui s'est passé, encore une fois, dans l'après-crise souveraine. Petit à petit, les banques centrales sont revenues les banques commerciales sont revenues à la normale et la Banque centrale s'est retirée du tableau. Et il faut espérer qu'à partir de 2021 et dans les années suivantes, eh bien, au fur et à mesure que les banques commerciales reprennent un fonctionnement normal qui ne dépend plus de la Banque centrale ou autant de la Banque centrale, eh bien, ça permet encore une fois à l'activité monétaire de se normaliser. La reprise, la normalité de la reprise, elle est sujette évidemment à caution. Et ce que nous a dit l'Institut Pasteur est à la fois rassurant et angoissant. Moins de 10% des Français auraient été infectés par le Covid-19, vous avez vu le chiffre, Oui. parce que le confinement a bien réussi, la circulation du virus a beaucoup baissé. Mais l'autre message en creux qui, lui, est plus prospectif, et là le regard de l'économiste m'intéresse, c'est cette deuxième vague potentiellement meurtrière qui nous menace. Si on se relâche trop, comment est-ce que l'économiste intègre dans ses prévisions, encore une fois, sur le second semestre et même au-delà, cette possibilité de seconde vague? Alors c'est une bonne question, il y a deux choses à dire. La première, c'est le fait qu'on puisse commencer à se concentrer sur la reprise, le phénomène de guérison économique, réouvrir les économies, c'est quand même un signal positif. Il y a 3 semaines, 4 semaines, on n'en était pas du tout là et on avait du mal à imaginer que certaines grosses écuries européennes rouvriraient. Donc ça, c'est quand même positif qu'on puisse commencer à se concentrer sur la guérison économique. Et sur la guérison économique, puisque vous le mentionnez en tant qu'économiste, moi je n'aime pas les hypothèses théoriques, je préfère m'attacher à ce qui se passe dans le concret. Or, aujourd'hui, le luxe qu'on a en tant qu'économiste, c'est que l'Asie a quelques semaines d'avance sur l'Europe, qui a quelques semaines d'avance sur les États-Unis. Et il y a quelque chose de très prédéterminé dans cette question. On se rend compte que finalement, ce qui se passe en Asie, avec quelques semaines d'écart, finit par se passer en Europe. L'Asie a rouvert avec quelques semaines d'avance sur l'Europe. Aujourd'hui, il y a toujours une deuxième vague, c'est-à-dire qu'il y a forcément des nouveaux cas qui arrivent, mais ils ne forcent plus la fermeture économique parce qu'il y a plus de capacité hospitalière, plus de capacité à tester. Donc regardons l'Asie. Si l'Asie arrive à réouvrir sans souffrir de cette deuxième vague disruptive, eh bien l'Europe y arrivera aussi. Donc pas de crainte si, si on respecte bien les mesures sanitaires, si on déconfine progressivement, pas de risque selon vous de devoir faire du stop and go, ce qui est le plus angoissant pour tout le monde d'ailleurs, de se dire qu'on rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Ce scénario-là n'est pas préécrit. Aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il faut éviter. Encore une fois, on regarde l'exemple de l'Asie. Pour l'instant, il y a eu un go. Il n'y a pas encore eu le stop, donc tant mieux. Ça veut dire que il y a cette deuxième vague qui arrive en Asie. Encore une fois, il y a des nouveaux cas, mais par contre, il y a la capacité de les traiter sans refermer l'économie. Donc, tant qu'on est graduel, qu'on fait les choses bien, il y a une chance qu'on évite le stop and go. On va être très vigilant, bien sûr, et il n'y a pas de certitude. Mais enfin, on se rend compte qu'on arrive quand même très graduellement à éviter ça si on prend les bonnes décisions. Et si on évite justement la refermeture, le go qui fait peur, on peut imaginer quel type de reprise quantitativement en termes économiques, en termes d'activité? Parce que là, on voit bien, on nous dit en France, la moitié du secteur privé est à l'arrêt, c'est clair. Mais on peut imaginer quoi en croissance sur le second semestre, du 3, du 4, du 5, du 7? C'est qu'encore une fois, un phénomène de guérison n'est jamais linéaire, c'est-à-dire on ne va pas du point bas au point haut d'un coup. Il y a toujours des hauts et des bas dans le processus de guérison et de reprise économique. Donc il y a des moments d'espoir et des moments où on perd un peu plus la foi. Mais globalement, tant qu'on est dans ce processus, ça va. Et puis, c'est jamais homogène. C'est-à-dire c'est pas toutes les régions et tous les secteurs qui vont s'en sortir de la même manière au même moment. Là, encore une fois, il va y avoir des secteurs et des régions qui s'en sortent mieux que d'autres. Ça va prendre de l'avance. L'idée, c'est que si on arrive à récupérer 80 à 85% des tendances d'avant Covid d'ici la fin de l'année, ce serait quand même très bénéfique. Et quelque part, il faudrait espérer qu'ensuite, le résidu, donc le 20% ou le 15% restant, notamment au niveau du tourisme, etc., puisse être récupéré en 2021. Et donc ça, c'est pas un scénario optimiste, c'est un scénario réaliste, ça? De dire qu'avant la fin de l'année, on a récupéré plus de 80% de l'activité?
voilà, il faut regarder l'Asie et on se rend compte qu'en tout cas dans certains secteurs, à partir du moment où on a réouvert, on revient très vite à ce 80% de la capacité. Regardez la Chine, la Corée du Sud, Hong Kong, etc. On n'a pas retrouvé la pleine capacité dans, par exemple, les vols. C'est sûr que voilà, tout ce qui va être transport aérien va mettre plus de temps à récupérer. Par contre, une certaine partie de l'activité manufacturière, les usines, etc., là, on a retrouvé 85% de la capacité. La pollution, le trafic, par exemple, en Asie, est quasiment à 90% de là où il en était avant Covid. Donc on se rend compte qu'on peut y aller. Tous les secteurs vont pas y être en même temps. Encore une fois, la restauration, le tourisme, ça va mettre plus de temps. Mais effectivement, si on arrive à éviter cette deuxième vague, c'est possible que d'ici la fin de l'année, on ait quand même récupéré une bonne partie de ce qui est perdu. Vous parlez de la production, mais sur la consommation, Samy, sur la consommation, ça donne quoi là en Asie? Alors là, encore une fois, tous les secteurs ne se valent pas. Probablement que le tourisme et le trafic aérien, ça va être plus de temps. Mais par exemple, tout ce qui est, on l'a bien vu, tout ce qui est consommation, notamment online, est reparti et toujours resté très fort. Mais il y a vraiment des secteurs où, encore une fois, en termes de consommation, les choses reviennent petit à petit, se normalisent petit à petit. Et donc, il faut espérer qu'on ait ces mêmes tendances en Europe, même si elles sont très graduelles. Ouais. Et il y a ceux qui disent que l'activité, tant qu'on n'aura pas de traitement de vaccin, voilà, s'annonce pas durablement, en tout cas dégradée. Vous en pensez quoi? Parce que, ouais, vous en pensez quoi de ça? Ceux qui disent que malgré tout, on est parti pour plusieurs mois. J'ai tendance à penser qu'on oublie vite qu'à partir du moment où la normalisation va se faire, on va quand même reprendre des habitudes. Mais c'est vrai, tant qu'il y a le risque de cette deuxième vague et de troisième vague, on ne pourra jamais réouvrir avec un niveau de confiance totale. En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que même si un vaccin met du temps à arriver, il y a quand même des traitements qui sont aujourd'hui en train d'être travaillés. Donc personne ne veut réfléchir à ce scénario trop optimiste, et c'est normal, vaut mieux pas trop compter dessus. Mais c'est vrai que quand on a tous les laboratoires de la planète qui essayent de trouver une solution à un problème commun, il y a quand même une possibilité qu'au bout d'un moment, un traitement émerge. Bon, avant de se quitter, Samy, une petite question quand même sur les marchés. La tempête semble s'être un petit peu calmée sur les marchés, même si on a eu finalement début de semaine ce crack technique sur le pétrole américain. Il y a eu un petit début de correction, mais globalement, c'est rien de grave. Pour vous, encore une fois, cette tempête, enfin, cette reprise plutôt, ce rebond, il est passager, il est durable, parce que je ne sais plus qui me disait, mais il y a encore plein de mauvaises nouvelles dans les tuyaux, les résultats des entreprises qui vont être revus à la baisse, peut-être des faillites de boîtes. Vous en pensez quoi? Alors ça, c'est quand même quelque chose qui a été très très intégré dans la baisse. Je dirais que pour l'instant, le marché, ce qu'il a intégré, c'est le fait qu'il y a quelques semaines, le risque, c'était l'épidémie et l'idée que peut-être on n'arriverait pas à la contenir. Je vous rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, il y avait beaucoup d'articles qui disaient qu'il y allait avoir des millions de morts en Europe. Et à ce moment-là, on disait non, il n'y a pas eu des millions de morts en Asie. Si on applique les mêmes politiques de santé publique, il n'y aura pas des millions de morts en Europe. Donc aujourd'hui, le marché, il a basculé du contrôle de l'épidémie à la réouverture économique. Ce n'est pas non plus le même risque. Maintenant, ce qui va être difficile pour le marché, c'est effectivement comment on réouvre. Ça va être laborieux, c'est un processus laborieux. Donc effectivement, pour le marché, d'intégrer finalement quel secteur, quelle région et avec quelle confiance on arrive à réouvrir, c'est ce qui fait que à partir de maintenant, la performance de marché, elle va se faire sur cette réouverture et sur cette reprise, et il y aura des hauts et des bas. Ouais, Goldman Sachs, qui n'est pas du genre à verser dans l'optimisme BA, pense que le pire est atteint, enfin est passé boursièrement. Vous en pensez quoi? Que effectivement le pire de l'épidémie semble quand même derrière. On est très vigilant sur cette deuxième vague, mais c'est quand même extrêmement positif qu'on ait réussi maintenant à contenir la première. La guerre n'est pas gagnée évidemment, mais enfin cette première vague quand même, on s'est beaucoup concentré dessus. Et boursièrement, est-ce que le pire est passé? Des solutions. Est-ce qu'on retourne? Et donc du coup, quelque part boursièrement, ça reflète cette réalité-là. On a mis le pire de cette première vague derrière. Maintenant, boursièrement, si on a atteint un point bas, la volatilité va rester élevée parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur cette reprise. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Samy Char, chef économiste chez Lombard Odier, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup, Samy. Bonne journée. Bye.